BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonsoir Patrick Martin. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, vous avez déjà piqué un coup de gueule, si vous me permettez cette expression. Et vous êtes là ce soir, et à mon avis, vous allez en piquer un nouveau. Pourquoi c'est le budget 2024 qui vous fait peur? La multiplication des taxes qui se profilent peut-être. On va y revenir. Et puis, bien sûr, c'est main basse sur le magot de l'UNEDIC et sur les retraites à Agirc-Arrco. Vous allez tout nous expliquer, Patrick Martin. Mais d'abord, pourquoi ce coup de gueule? Est-ce que c'est une manière de prendre vos marques, de vous positionner, de faire une rupture par rapport à Geoffroy Roux de Bézieux? Bon, ce que j'ai dit, avec une certaine fermeté, je l'avais déjà dit au ministre concerné, et je tiens à préciser que c'est la position unanime des instances du MEDEF. Donc ce n'est pas le coup de gueule de Patrick Martin. Mais on est face à une situation assez critique et un calendrier qui est assez bref. Donc nous avons considéré qu'il fallait publiquement exprimer notre point de vue en clair, notre opposition aux ponctions que l'État imagine, que ce soit sur les retraites complémentaires Agirc-Arrco ou sur l'assurance chômage, l'UNEDIC. Oui, et puis donc effectivement sur éventuellement revenir sur l'exonération des charges sur les bas salaires, c'est revenir aussi sur des taxes sur les revenus. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Sur ce budget 2024, tout d'abord, vous croyez en cette hypothèse de croissance de 1,4%, ou vous êtes plutôt sur comme celle de la Banque de France, hypothèse autour de 0,9%. Où est-ce que vous vous situez? Parce que vous, après tout, c'est vous qui prenez le pouls des entreprises. Oui, et puis c'est nous qui faisons la croissance, si je peux me permettre. Moi, je pense que c'est atteignable très difficilement, mais en tout cas pas si les boulets qu'on veut nous accrocher le sont effectivement. Donc c'est atteignable. C'est atteignable. Malgré un peu, quand même, on sent qu'il y a un petit fléchissement sur la conjoncture internationale. En fait, moi, je suis assez impressionné par ça, positivement impressionné. Nos adhérents, nos 190 000 entreprises adhérentes sont parfaitement conscientes d'une dégradation conjoncturelle. Pour autant, elles veulent continuer à embaucher, elles veulent continuer à investir. Ça suppose qu'il y a un desserrement quand même au niveau financier, les taux d'intérêt et la disponibilité de l'argent, mais l'appétit est toujours là. Et c'est nous qui tracterons la croissance. Il faut nous envoyer des signaux positifs. Un signe positif, vous avez le sentiment qu'on vous en envoie plus. En même temps, la politique de l'offre, pro-business, elle a quand même, Bruno Le Maire, même à votre REF, est venu le redire. La Première ministre l'a dit aussi à la REF, l'a dit à ce même micro. Donc, pourquoi vous vous inquiétez ? Nous nous inquiétons parce qu'il y a une forme de contradiction entre les propos effectivement très pro-business en faveur de la politique de l'offre du gouvernement, et puis des actes. Il faut toujours mettre les actes en accord avec les propos. Il y a effectivement dans le projet de loi de finances, de la sécurité sociale également, un certain nombre de remises en cause de cette politique de l'offre au motif que les finances publiques sont dégradées. Oui, mais précisément, la politique de l'offre a contribué à ce que les finances publiques soient moins dégradées. Le ministre de l'économie et des finances lui-même a signalé que jamais l'impôt sur les sociétés n'avait atteint de tel niveau, 68 milliards d'euros l'année dernière. Oui, donc, mais en même temps, il y a eu beaucoup je vais mettre bien entre guillemets, de cadeaux faits aux entreprises. Donc, que ce soit de la baisse des impôts de production, même si, évidemment, mais on en a déjà tellement parlé qu'on ne va pas forcément revenir dessus, vous regrettez cet étalement supplémentaire sur la baisse de la CVAE. Donc là, c'est aussi des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en termes de fiscalité, un taux d'IS à 25%. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Alors, je ne peux pas laisser parler de cadeaux aux entreprises. Est-ce que les 2 millions d'emplois que nous avons créés ces dernières années, ce sont des cadeaux aux entreprises? J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des cadeaux aux 2 millions de personnes qui sont venues à l'emploi grâce à cette politique de l'offre. Est-ce qu'on peut parler de cadeaux quand, je le redis, les entreprises acquittent 68 milliards d'euros, c'est-à-dire 2 fois plus que 5 ans auparavant? C'est un cadeau au pays. Je crois que les pouvoirs publics sont là précisément pour faire des cadeaux au pays. Il se trouve que les entreprises y contribuent, en bénéficient d'une certaine manière, c'est tant mieux. L'entreprise n'est pas contre le pays, l'entreprise fait partie du pays. Vous avez le sentiment quand même, là, parce que là c'est bien, mais concrètement, vous avez le sentiment vraiment qu'il y a une remise en cause de cette politique de l'offre? Il y a quelques signaux. Vous iriez jusque-là? Non, mais typiquement, on apprend par surprise que le versement mobilité, c'est-à-dire ce que les entreprises payent pour les transports en commun,
en Ile-de-France pour commencer, vont augmenter. Les entreprises payent déjà 8 milliards d'euros par an pour les transports en commun, dont 5 milliards en Ile-de-France. Ça renchérit le coût du travail, puisque la base de ce versement mobilité, c'est la masse salariale. Ça va complètement à l'opposé du discours que nous avons entendu, pro-business, de poursuite de la politique de l'offre. Je signale ce point-là. Il y a des parlementaires qui veulent... En même temps, il faut bien transformer, on est en pleine transition écologique, il faut bien transformer les transports collectifs, les agrandir, les moderniser, les adapter. Alors, je le redis, nous y contribuons massivement. Je voudrais simplement signaler que les entreprises payent 50% des transports en commun de proximité à travers la France, alors que leurs salariés ne sont qu'à hauteur de 25% les usagers de ces transports en commun. Je voudrais signaler que les entreprises, en règle générale, ne sont pas associés à l'organisation des transports en commun. Très concrètement, vous avez des zones industrielles qui ne sont pas desservies par les transports en commun, ou en tout cas à des horaires qui ne correspondent pas à ceux des prises de poste des salariés. Donc à la fois en termes de financement et de participation à la gouvernance, nous souhaitons être beaucoup mieux considérés. Sur la taxation sur les gestionnaires d'infrastructures, souhaitée notamment par Clément Beaune, après il faut voir est-ce que c'est constitutionnel, qu'est-ce que va dire du moins le Conseil d'État, mais ça on ne va pas rentrer là-dedans évidemment. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans cette taxation supplémentaire? C'est que ça va, in fine, retomber sur nous, les consommateurs, ou est-ce que, parce que quelque part, c'est peut-être pour améliorer, là aussi, la transformation de ces moyens de transport? Alors encore faudrait-il que ces montants, s'ils sont bien prélevés, soient fléchés effectivement vers la transformation de ces transports. Ça n'est pas acquis à ce jour. C'est une remise en cause de la parole de l'État parce que ces concessionnaires autoroutiers ou aéroportuaires ont des contrats. Ces contrats ne prévoient pas cette surtaxation. Sauf l'article 32. Et de nouveau, c'est une remise en cause de cette politique de l'offre. À la fin des fins, ce sont les usagers qui paieront. Lorsque vous allez en discuter à Bercy, j'imagine que vous avez aussi porte ouverte à Bercy, on vous dit quoi? On vous dit, écoutez, la situation est difficile, regardez le niveau de dette, d'endettement de l'État. Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous le dit effectivement, et si je peux me permettre, c'est pas nécessaire de nous le dire, on le sait. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la croissance économique est le meilleur moyen de provoquer des rentrées fiscales, de créer de l'emploi, de créer de la richesse, donc de contribuer à l'équilibre des finances publiques. Le vrai problème, l'éléphant au milieu de la pièce, comme on dit dorénavant, c'est que l'État, la sphère publique d'une manière générale, ne s'est pas attaqué au cœur du problème, c'est-à-dire la maîtrise et si possible la réduction des frais de fonctionnement courants. Je ne parle pas des investissements publics, mais bien des frais de fonctionnement courants. Des économies quoi. Quand vous voyez à l'Éducation nationale, si je ne me trompe pas, sur un effectif d'1,2 million agents. Vous avez de l'ordre de 300 000 agents qu'on appellerait dans l'entreprise privée improductifs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent rien, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les classes, ils ne sont pas dans l'enseignement. Si on avait des ratios comparables à ceux de l'entreprise privée, on aurait à peu près 120 000 administratifs. Il y en a 3 fois plus. Il y a quand même un sujet. Il y a des économies à faire dans la sphère publique. En même temps, on ne va pas faire des économies sur l'éducation nationale ici. Mais je ne parle surtout pas d'économies dans l'enseignement. Je suis bien conscient qu'il y a des postes vacants. Je suis bien conscient que les enseignants français, en moyenne, sont moins payés, par exemple, que les enseignants allemands. Ça n'est pas du tout mon propos. Je parle de l'administration de l'administration. Lorsque vous discutez avec eux, est-ce que vous avez le sentiment, et c'est ce que vous ressentez, Patrick Martin, c'est que en fait, ils ont peur de leur ombre, ou plutôt de l'ombre des Gilets jaunes? Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont... on va arrêter de faire des cadeaux aux entreprises, excusez-moi, je mets toujours les guillemets. Est-ce qu'on va, on va faire très attention pour qu'il n'y ait pas justement de mouvements sociaux dans la société française? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que c'est ce qu'ils vous disent? Alors, ils ne le disent pas tel quel, mais je partage cette analyse. À nouveau, la bonne réponse, c'est de créer de la croissance économique, de créer de l'emploi. Quand vous regardez ce que les entreprises ont fait en matière de distribution de pouvoir d'achat par les augmentations de salaire, en moyenne des cas, ça gomme l'inflation sur l'année 2023. Nous contribuons à la vie des territoires, etc. Il faut faire confiance aux acteurs privés. Et la peur n'évitant pas le danger, ça n'est pas en distribuant, en saupoudrant des mesures pour essayer de calmer l'opinion publique qu'on y arrivera. Je pense que nos concitoyens sont des gens très raisonnables, ils veulent réussir, nous voulons que la France réussisse, et donc sortons par le haut, sortons par la création de richesses, sortons par la création d'emplois. Marc Ferracci, député Renaissance, qui est très proche du président de la République, qui est souvent mon invité ici, lui, donc, il vient de proposer, dans le cadre d'un rapport, justement une taxation sur les hauts revenus.
pour vous, est-ce que vous comprenez la démarche? C'est-à-dire qu'en ce moment, on a plutôt... Il faut que tout le monde contribue en fonction de ses revenus. Écoutez, c'est une maladie très française de créer des taxes et des impôts à tire-larigot, alors même que nous sommes le pays au monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques et le plus haut niveau de prélèvements obligatoires, impôts, taxes, charges sociales. Donc c'est une mauvaise réponse à une bonne question. De la même manière, Marc Ferracci, pour qui on a beaucoup de respect, c'est un homme remarquablement intelligent, veut supprimer l'allègement oui, c'est de lui, charges pardon, sociales. c'est Jérôme Gage qui est plutôt sur les... veut supprimer l'allègement de charges sociales sur les salaires entre 2,5 fois et 3,5 fois le SMIC. Pas de chance, c'est exactement la tranche de salaire, un peu au-delà également, sur laquelle la France n'est pas compétitive par rapport à ses concurrents. Faut-il s'étonner que certains métiers à forte valeur ajoutée, je pense à l'industrie en particulier, se développent plutôt dans d'autres pays que dans d'autres? Non. Et alors, de surcroît, si on renchérit encore le coût du travail à ces niveaux de rémunération, eh bien les mêmes causes produisant les mêmes effets, on perdra des emplois qualifiés. Mais qu'est-ce qui, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a encore la question de l'arrêt des arrêts maladie. Ça, on va en parler dans un instant parce que ça dépend ni du budget, ni du Parlement. C'est plutôt un arrêt de la Cour de cassation, donc c'est encore autre chose. Mais qu'est-ce que vous pouvez accepter? Parce que vous ne pouvez pas dire non à tout. Patrick Martin, le MEDEF, ne peut pas dire non à tout. Ou vous rejetez l'ensemble de ce dont on vient de parler? Mais il ne s'agit pas du tout de dire non à tout. Nous disons, je dis oui, avec des applaudissements à la poursuite de la politique de l'offre. C'est quand même un petit peu fort de café, si vous me permettez, que dans ce débat, dans le débat public, on ne soit pas factuel. Cette politique marche. Elle marche spectaculairement. Pourquoi la remettre en cause? À cette politique de l'offre, nous disons oui. Mais ils ne la remettent pas en cause, c'est des ajustements. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition là tout à l'heure ce mouvement d'entrepreneurs Impact France qui souhaite voir moduler le taux unique donc de 25% de l'IS en fonction de l'affectation des bénéfices. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou pas? C'est-à-dire que si par exemple ça va aux actionnaires, à ce moment-là c'est taxé beaucoup plus. Si en revanche ça va dans l'investissement, si ça va dans l'investissement vert, durable, à ce moment-là ça serait taxé moins. Donc si je comprends bien, il s'agirait de taxer encore. Non, c'est de moduler, différent. Moi, je crois qu'un des grands problèmes, ça dépasse complètement le débat que vous soulignez. Je crois qu'un des grands problèmes de notre pays, c'est qu'on veut tout réglementer. Dans la vie des particuliers, dans la vie des entreprises, dans la sphère publique. Et à un moment donné, il y a une forme de saturation, peut-être même d'exaspération au regard de ces réglementations qui n'en finissent pas de nous tomber dessus. Premier point. Deuxième point, dans une entreprise, il y a des parties prenantes, il y a notamment des actionnaires, il y a des salariés. Je pense que les actionnaires savent ce qu'ils ont à faire s'ils veulent, dans la durée, assurer la performance de l'entreprise dans laquelle ils ont investi, le cas échéant en distribuant moins de dividendes. Et puis il y a des salariés. Il y a des salariés qui peuvent, et ça existe, quitter une entreprise parce qu'ils ne partagent pas sa politique, dont sa politique d'investissement. Moi je crois dur comme fer à la liberté. Notre pays a besoin de liberté. Et donc, lorsqu'ils disent qu'ils voudraient, dans le cadre de la suppression de la CVAE, le premier milliard, qu'éventuellement, ce premier milliard serait réservé aux seules entreprises respectant l'obligation de publier leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. Mais même chose, on veut mettre les ménages, les particuliers, les entreprises, selon leur taille, selon leur secteur d'activité, dans des cases, avec des régimes qui ne seront pas les mêmes. Et vous passez d'une case à l'autre, vous ne savez pas si on ne va pas vous remettre en cause sur tel ou tel dispositif, ça devient infernal. L'Europe n'est pas en reste d'ailleurs en matière de surréglementation. Autre question rapidement là-dessus, sur justement une nouvelle taxe, c'est vrai on parle beaucoup de taxes, taxe sur les rachats d'actions, en disant, c'est vrai que ça bénéficie surtout les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises, leurs bénéfices, elles vont largement aux actionnaires et non pas dans l'entreprise et aux salariés. Mais je le redis, ce sont des choix souverains, d'une certaine manière, des actionnaires. S'ils décident de le faire, c'est leur liberté. Par ailleurs, on a beaucoup progressé. Le président de la République y a beaucoup contribué. Il n'y a pas eu des abus quand même? Mais on a beaucoup progressé en termes d'attractivité. Choose France, les investissements, notamment industriels, qui sont réalisés dorénavant en France. Que voulez-vous? Un actionnaire étranger qui finance pour partie ces investissements et qui voit que la France va se singulariser avec ce type de dispositif, il est libre de ses mouvements. Moi, je pronostique qu'il investira moins en France. Oui, mais c'est moins bon pour l'entreprise française et pour ses salariés. Non, mais il y a près de la moitié de la capitalisation boursière française qui est entre les mains d'investisseurs étrangers. On ne va pas leur dicter leur conduite. Donc je crois qu'en toute chose, c'est important de se mettre en perspective, d'appréhender le monde et de savoir quels pourraient être, à partir de bonnes intentions, les effets pervers qui conduiraient à des résultats finalement pires que le mal. Ça fera le lien du reste avec
la question de l'Unédic et puis de l'Agirc Arrco, c'est cet arrêt de la Cour de cassation qui dit qu'en fait, lorsqu'on est en arrêt maladie, on peut profiter de jours de congé. Pourquoi est-ce que vous êtes vent debout contre cet arrêt de la Cour de cassation? Alors on peut difficilement être vent debout contre une décision judiciaire. Oui. C'est peut-être un peu dangereux. Vous l'avez dit, je le redis, c'est totalement indépendant de la volonté du gouvernement. Mais le résultat, quel est-il? Il est que le coût du travail, du fait de l'application de cette jurisprudence et derrière cette jurisprudence d'une directive européenne, le coût du travail va augmenter de 2 milliards d'euros. Comment vous faites le calcul? Parce qu'on sait combien il y a de jours d'arrêt maladie, on sait combien de jours de congé ça ouvrirait si cette jurisprudence s'applique bien, et donc c'est arithmétique, c'est de l'ordre de 2 milliards et probablement un peu plus. Donc il y a ça, il y a ce que l'on a évoqué tout à l'heure sur le versement mobilité, qui s'il est transposé à l'ensemble du territoire national coûtera 1 milliard, bon ça fait 3 milliards de range. Je ne parle pas d'augmentation de salaire. La base des coûts salariaux augmenterait de 3 milliards d'euros. Au même moment où la conjoncture ralentit, au même moment où la compétition internationale s'intensifie, il faut qu'on ait ça en tête, tout simplement. Ça pèsera immanquablement sur les marges de manœuvre pour revaloriser les salaires et sur la compétitivité de la France, dont acte. Dont acte, parce que de toute manière, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire. Ouais. Enfin, on va essayer quand même. Il y a un recours possible, non? Non, alors c'est très technique. Il y a en France un régime d'indemnisation des arrêts maladie qui est plus favorable que dans les autres pays. On a un nombre de jours de congé qui est plus important que dans les autres pays. Donc à la marge, on peut peut-être... Donc ça veut dire que vous allez renier sur les jours de congé? Je n'en sais rien. Sur nos jours de congé? Je n'en sais rien. Mais non, on va pas. Nous, on applique la loi. Oui, non, mais voilà. ça peut évoluer. Oui. On en parle depuis 20 minutes. Oui. Patrick Martin. Justement, alors, cette ponction inacceptable pour vous, pour le MEDEF, vous êtes en pleine discussion avec les partenaires sociaux pour savoir justement sur les négociations autour des retraites complémentaires de l'Agirc Arrco. Qu'est-ce qui peut se passer là? Parce que visiblement, lorsqu'on regarde le projet de loi de la Sécu, ils vont ponctionner l'Agirc Arrco. Enfin, le gouvernement va ponctionner. Il dit vouloir ponctionner. Oui. Mais je voudrais insister sur un point. Cette ponction poserait 2 problèmes. D'abord, elle remettrait en cause le paritarisme de gestion. L'Agirc Arrco est remarquablement gérée par les partenaires sociaux, patronaux et syndicaux. Donc, dans un pays où la sphère publique est envahissante, j'ai rappelé tout à l'heure le niveau des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques, ça pose un énorme problème de principe. Oui, mais ça pose aucun problème au président Macron, vous le savez bien. Ça, c'est votre interprétation. Oui. Je pense qu'il doit s'interroger sur ce point-là parce qu'il est libéral. Le deuxième point, c'est que finalement, c'est une pénalité aux bons gestionnaires. Au motif que ce régime, qui, je le rappelle, couvre 13,5 millions de retraités et est financé par 26 millions de salariés du secteur privé, ce régime est bien géré, dégage des excédents. C'est assez typique. Un régime est bien géré, une entreprise est bien gérée, c'est anormal, il faut lui prélever ses réserves. Moi, je pense que ces réserves doivent être fléchées vers, le cas échéant, l'amélioration des pensions de retraite, vers la consolidation des finances du régime pour que dans la durée, ils servent les retraites, et enfin des baisses de cotisations, parce qu'on nous parle de pouvoir d'achat, et il y a un sujet, et on nous parle de compétitivité des entreprises. En logique, ces excédents devraient être fléchés vers ces 3 destinations. Si c'est le cas, c'est-à-dire, et là pour l'instant, ils veulent vous ponctionner de combien ? Alors on ne sait pas très bien, c'est minimum 1 milliard, mais le chiffre de 3 milliards a été évoqué. Nous nous y opposons. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais c'est le cas, vous n'irez pas à la conférence sociale du 16 octobre? La question se posera, mais si vous voulez... La question se posera? Oui, la question se posera, mais mon pronostic, c'est qu'on ira quoi qu'il advienne. Si vous voulez, le MEDEF n'a pas pour habitude d'être dans les postures, et on souhaite avoir une relation de confiance avec ce gouvernement. Toutes les situations qu'on vient d'évoquer écornent un petit peu cette confiance, mais on n'en est pas à la rupture. Vous n'en êtes pas au divorce au début de... Fin de la lune de miel, peut-être? Fin de la lune de miel, oui, peut-être. Sur l'Unédic, c'est combien qu'ils veulent vous ponctionner pour financer France Travail? Là, il y a un argument. C'est normal, dans le cadre de la loi sur le plein emploi, ils expliquent pourquoi ils ont besoin de votre argent. Alors, sur l'Unédic, je le rappelle, financé aux 2/3 par les entreprises, l'État s'apprêterait à prélever 12 milliards d'euros dans la durée. 12 milliards d'euros d'excédents. Alors on n'est déjà pas tout à fait d'accord sur le chiffrage des excédents qui se dégageraient dans les années qui viennent, mais de la même manière, il nous semble logique, il nous semble équitable que les entreprises aient une baisse de cotisation, de la même manière qu'elles ont pu avoir des hausses de cotisation quand le régime d'assurance chômage s'est trouvé en déficit. Et enfin, là où l'Agirc Arrco, les retraites complémentaires,
a des excédents très importants pour garantir les pensions de retraite dans les années à venir. L'UNEDIC traîne, entre guillemets, 68 milliards d'euros de dette, dont un tiers a été imputé à l'UNEDIC par l'État lui-même. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Qui est responsable de quoi? Qui paye de quoi? Qui paye quoi, et à partir de là, qui décide de quoi? Ces tuyauteries incessantes qui sont branchées par l'État sur des ressources qui naturellement ne devraient pas être fléchées vers ces destinations, ça devient extrêmement grave. Ouais. Et vous avez quoi comme moyen de pression? C'est politique à un moment donné. Ouais. Bon, je pense que s'il y a un accord entre les partenaires sociaux, l'État hésitera quand même à bafouer cet accord, et puis ensuite ça se décidera au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais il y aura un débat au Parlement, et puis à la fin des fins, si les pouvoirs publics nous imposent cette décision, nous ne prendrons pas le maquis, mais nous serons amers. Merci beaucoup Patrick Martin, on a bien compris votre raisonnement et on a bien compris l'alerte que vous avez eu envie de donner ici dans cette grande interview.